Riyad Sidawi, directeur du Centre arabe de recherche Le Caraps à Genève. Riyad Sidawi, bonsoir, merci de vous joindre à nous. Bonsoir, merci pour votre invitation. Merci à vous. Vous êtes, au fait, vous n'êtes pas un invité, hein, vous êtes un petit peu l'homme de la maison aussi, hein, de Al24. Oui, Riyad Sidawi, alors pour commencer, il y a quand même des déclarations très controversées, non, on ne va pas dire très controversées, mais qui en tous les cas suscitent la controverse et la polémique. Toujours Donald Trump, le président américain, qui déclare sur un journal, le New York Times, que de toute façon, l'affaire de Taïwan est du ressort de la Chine. Comment peut-on interpréter ce genre de déclaration pour une communauté internationale, peut-être ou occidentale, qui ne voit pas tout à fait les choses de cet œil, même si, quelque part, on sait très bien que la Chine est une et indivisible? Excellente question, évidemment. Moi, j'ai ma référence toujours, un livre très rare, édition au début des années 1980, écrit par Donald Trump, quand il était jeune, là, The Art of the Deal. Oui, l'art du deal. Voilà, l'art de négociation, l'art de faire un deal. Et là, on comprend la logique de Donald Trump, comment il réfléchit, etc. Toujours, c'est un négociateur. Une fois, j'ai écouté attentivement son discours, il a répété le deal peut-être une centaine de fois. Deal. Ça veut dire négocier, essayons de négocier d'une position forte, on essaie de déstabiliser l'adversaire, mais s'il n'arrive pas, nous-mêmes, on donne des concessions. Évidemment, Donald Trump, dans sa stratégie, je pense c'est pragmatique aussi, le pragmatisme américain, les États-Unis d'Amérique est très très loin des approches idéologiques, ils sont très connus pour leur pragmatisme. Donald Trump disait, les grandes puissances ou ceux qui sont forts, je ne les touche pas. À titre d'exemple, le président de Corée du Nord. Nous savons bien qu'il a menacé au début, mais la réaction était très, très, très forte de la part de la Corée du Nord. Finalement, il a rencontré le président coréen, il l'a salué, serré la main, et voilà, j'ai résolu le problème. Mais on ne s'approche pas de Corée du Nord, parce que c'est un pays puissant, nucléaire, nerveux, et pourrait réagir. Et la même chose avec la Russie. Il est en train de donner des concessions. Il l'a dit plusieurs fois. La Russie a des armes très fortes. C'est une puissance nucléaire. La même chose avec la Chine. Il a essayé un bras de fer au début. Mais vu la réaction chinoise forte et immédiate, et il a lâché de l'Est. Puis il a dit, Xi Jinping, c'est le président chinois, c'est mon ami, c'est un excellent homme, je le connais bien, etc. On va résoudre tous les problèmes avec la Chine. Oui, oui, allez-y. Les trois grandes puissances dans le monde sont la Chine, la Russie et les États-Unis d'Amérique. Aussi, à côté des déclarations de Donald Trump, il y a eu les déclarations d'Emmanuel Macron, ce qui m'a fait vraiment sourire et rigoler. Il parlait des grandes puissances dans le monde qui partagent le monde. Implicitement, on comprend que la France n'est pas une grande puissance. Oui. Et c'est vrai, la France n'est pas une grande puissance mondiale depuis la Deuxième Guerre mondiale, quand il était envahi en 46 semaines, je pense, par l'armée allemande. D'ailleurs, Donald Trump l'a dit une fois dans une base militaire française, nous, les Américains, on vous a libérés. Donc, nous sommes face à trois grandes puissances dans le monde, la Chine, la Russie et les États-Unis d'Amérique. Est-ce qu'il y a un partage du monde demande des intérêts? Ça veut dire Donald Trump, il peut dire que l'Amérique latine, c'est mon espace vital. C'est l'espace vital des États-Unis d'Amérique. Donc, je veux que toute l'Amérique latine, y compris la Colombie, y compris le Venezuela ou Cuba, soit alliée avec les États-Unis d'Amérique. Je ne veux pas qu'ils soient alliés avec d'autres puissances. Mais par contre, j'ai envahi ou j'ai enlevé, kidnappé le président vénézuélien. Voilà que j'ai donné beaucoup de concessions à la Russie. Vous pouvez avoir le Donbass, tout ce que vous avez pris de terre par la force militaire. Et en même temps, pourquoi pas la Chine aussi ne reprend pas Taïwan. Personnellement, j'étais en Chine l'été passé pendant
le défilé militaire chinois, j'ai vu la population chinoise, c'est une détermination absolue. Les Chinois veulent récupérer Taïwan qui les considère comme chinoise. comme une partie de la grande Chine. C'est l'unité territoriale, ils l'appellent ça. Donc là, je pense, c'est le négociateur, le marchand, le négociateur, le commerçant, si vous voulez, Donald Trump. Voilà, moi je prends Venezuela, je prends tel pays, vous pouvez prendre, vous, Taïwan, et les Russes, vous pouvez prendre le Donbass. Nous sommes trois grandes puissances mondiales, pourquoi pas on partage le monde gentiment, mais en négligeant, en marginalisant l'Union européenne. Ça, c'est très, très important. Oui. Alors, oui. Alors, finalement, oui, vous vouliez rajouter quelque chose, Riyad Sidawi? Finalement, c'est qu'à signaler, je pense, jeudi, Emmanuel Macron avec tristesse et douleur, parce qu'il a été quand même ridiculisé par Donald Trump, hein, quand il dit non, Manuel, c'est tellement comique, il a ridiculisé le président français, il a répliqué Macron, jeudi, hier, en disant que les États-Unis d'Amérique négligent, voire il y a un mépris vis-à-vis de ses alliés. Donc, c'est l'Union européenne qui est en train de tout perdre face à ces trois grandes puissances mondiales qui sont les États-Unis d'Amérique, la Chine et la Russie. Oui, en fait, l'Union européenne, juste puisque vous le dites, ne sait plus où donner de la tête entre donc le Venezuela, le Groenland et bien sûr l'Ukraine et dernièrement Taïwan. Amar Dib, est-ce qu'on peut dire que les déclarations, par exemple, qui viennent donc d'être faites par Donald Trump seraient une sorte, comment on pourrait dire, des signes qui sont un petit peu envoyés à Pékin? Surtout après donc la dernière attaque contre le Venezuela par Trump et l'enlèvement de Maduro, bien entendu. Je dirais, en complément des constatations qui ont été faites par l'intervenant précédent, c'est que aujourd'hui, Monsieur Sidali, oui, aujourd'hui, la force redevient un langage politique. En ce sens que, si vous voulez, il y a une illusion qui s'est dissipée sans bruit, celle d'un monde pacifié par le droit, le monde avant Trump, un monde régulé par les normes, un monde gouverné par la négociation. Et pendant de nombreuses décennies, l'Occident a cru, ou a voulu croire, je ne sais pas, hein, que la mondialisation, les institutions internationales et, on va dire, l'indépendance économique suffiraient à contenir la violence politique. On peut dire aujourd'hui, en écoutant Trump, que ce temps est révolu. Aujourd'hui, on peut dire qu'on entre dans une ère où la puissance de ces trois puissances évoquées, la Chine, les États-Unis et la Russie, c'est une puissance qui ne s'excuse plus, où la force est revendiquée, la puissance est revendiquée, où la brutalité redevient un mode d'expression légitime du pouvoir. Et on peut dire que Donald Trump, par exemple, n'est pas une anomalie américaine. On peut dire qu'il est plus une figure parmi d'autres d'un phénomène global. Vladimir Poutine, Xi Jinping, mais aussi d'autres dirigeants autoritaires participent d'un même mouvement de fond qui consiste à ce que le retour à une souveraineté dure, une souveraineté décomplexée, qui s'affirme, qui s'affiche, et on a une forme de communication comme arme de domination, c'est-à-dire on prévient les États de nos velléités, de ce qu'on souhaite, de ce qu'on ne souhaite pas, et notre puissance nous donne la liberté d'aller où on veut et de décider de ce que l'on veut. Et en face de ça, c'est vrai qu'il y a assez peu de résistance et on peut dire que cette communication comme arme, on va dire, de domination, elle s'impose à tous les autres États. Vous voyez les Nations Unies qui sont à faune, son secrétaire général, on l'a pas entendu, on l'entend plus d'ailleurs, hein, depuis notamment Gaza où il avait été interdit de séjour. Mais aussi sur d'autres conflits à travers le monde, sur d'autres situations conflictuelles. Et donc, on peut être très inquiet de ce partage qui s'opère entre les trois grosses puissances qui commencent à préparer le monde
comment dire, au monde de demain. Oui. Au monde de demain, et il y a de quoi être très inquiet. Il faut dire aussi pour la précision et pour nos téléspectateurs que la déclaration n'est pas venue de nulle part, que Trump, bien sûr, était interviewé par des journalistes de New York Times. Et d'ailleurs, la question était celle-ci. On lui avait suggéré, on lui avait demandé que est-ce qu'il ne craignait pas que ses actions, donc cette entreprise qu'il a, si vous voulez, entamée au Venezuela, ne pourrait donc enhardir la Chine. Il a répondu qu'il a déclaré donc que cette décision, que la décision de la Chine sur Taïwan revenait aux dirigeants chinois et à Xi Jinping. Riyad Sidawi, peut-être que cette phrase en elle-même du prisme ou du regard du Sud global pourrait être, je dirais, naturelle à partir du moment où Taïwan, c'est la Chine. Comme dit la Chine, Taïwan fait partie de la Chine, donc ce sont une et indivisible. Par contre, du prisme occidental tel qu'il est posé aujourd'hui, Taïwan n'est pas justement dans cette même situation. C'est ça, au fait, qui a, si vous voulez, inquiété. Ce sont ces déclarations de Trump par rapport à cette situation bien précise. Donc, comment, selon vous, quelle lecture doit-on faire de ce genre de déclaration? Est-ce qu'il serait en train de rassurer le président chinois après l'enlèvement de Maduro? Oui, je pense que c'est ça la tendance. Hein. D'ailleurs, la Chine est déterminée à récupérer Taïwan. Taïwan, je pense, environ 20 millions d'habitants, hein, face à 1,4 milliard d'habitants. Et vraiment, il faut regarder la carte. La Chine est encerclée par les États-Unis d'Amérique. En haut, il y a le Japon, les bases militaires japonaises. En bas, il y a les bases militaires américaines aux Philippines. Au milieu, il y a Taïwan. Donc, la marine chinoise doit se libérer. Comment? En récupérant Taïwan. Même au plan géostratégique, c'est vital pour la Chine de récupérer Taïwan. Et d'ailleurs, ils l'ont dit fermement. Certains analystes et experts disent c'est 2027 qu'il y aura eu lieu cette union, que ce soit pacifiquement par la force militaire. Au plan politique, à l'intérieur de Taïwan, le gouvernement actuel est pro-américain et anti-chinois, le gouvernement actuel. Mais il y a des partis politiques et des personnalités aussi à Taïwan qui sont en faveur de très bonnes relations avec la Chine. Et pourquoi pas l'intégration dans la grande Chine comme Hong Kong et d'autres, et Macao, ainsi de suite. Donc, c'est ça la stratégie. Donald Trump, attention, c'est à la fois elle est rationnelle et pragmatique. Et c'est bien qu'il ne peut pas entrer dans une guerre contre la Chine afin de sauver Taïwan. Non, pour lui, il veut le partage du gâteau qui est le monde. Voilà mon espace vital en Amérique latine. Vous avez raison, les Chinois, vous avez votre espace vital à Taïwan. Et les Russes aussi, vous avez votre espace vital à Donbass et Kherson, ainsi de suite. Donc, on partage gentiment le monde. Donald Trump ne respecte pas le droit international. Il s'en fout totalement du droit international. Je pense qu'il a, dernièrement aussi, il a déclaré que c'est mon éthique qui me pousse et mes valeurs qui me poussent à tel ou tel acte. Ce n'est pas le droit international. Le droit international était toujours bafoué par les grandes puissances. Donc, nous sommes face au partage du monde, au partage de l'influence dans le monde. Mais les Chinois sont déterminés à récupérer Taïwan. Donald Trump l'a bien compris. Il veut pas entrer en guerre, en conflit direct avec la Chine. Mais voilà, je vous donne Taïwan. Par contre, vous me laissez tranquille en Venezuela. N'oublions pas que la Chine importe 70% du pétrole de Venezuela, avec des prix très bas qui ne sont pas des prix réels. En plus, il y a eu des gros investissements chinois en Venezuela. On parle des dizaines et des dizaines de milliards de dollars. D'ailleurs, la veille du kidnapping du président Maduro, il y a eu une délégation chinoise commerciale et de l'énergie et du pétrole, ainsi de suite, à Caracas. Donc, c'est ça la nouvelle stratégie du Trump. On partage le monde, je respecte les grandes puissances comme la Chine ou la Russie,
ou même la Corée du Nord, mais je ne respecte pas mes alliés comme la France ou l'Union européenne. L'Union européenne totalement perdant et marginalisée dans ce nouvel ordre mondial. Pourquoi? Parce que l'Union européenne ne s'est pas militarisée, n'a jamais construit une armée autonome face aux Américains. La majorité écrasante des États européens sont membres de l'OTAN. Quand on parle de l'OTAN, on parle des États-Unis d'Amérique. Amar Dib, finalement, je reprends ma question, c'est réellement un message pour rassurer la Chine, donc après le rapt du Venezuela. Finalement, quel message, sinon, selon vous, veut envoyer le président américain à son homologue chinois dans ces cas-là, par ce genre de déclaration? Moi, je dirais, alors je nuancerais un peu cette idée que les États-Unis abandonneraient Taïwan. Je rappelle que Taïwan, c'est un pays, je crois, de 23 ou 24 millions d'habitants. C'est une démocratie qui a une armée, qui a une industrie importante. Il faut savoir quand même que vous avez la plus importante entreprise qui produit des semi-conducteurs dont, d'un point de vue technologique, le monde entier a besoin, et particulièrement les GAFA américains. Et donc, par ailleurs, vous avez les États-Unis, c'est un couloir maritime à proximité de Taïwan, que les Américains ne peuvent où il y a beaucoup de circulation de nombreux navires, et donc les Américains ne peuvent absolument pas abandonner ça d'un point de vue sécuritaire à la Chine. Par ailleurs, vous savez peut-être qu'il y a 15 jours ou 3 semaines, les États-Unis, en tout cas Donald Trump, a donné son accord pour l'achat d'un armement à hauteur de 11 milliards de dollars. Taïwan qui achèterait à hauteur de 11 milliards de dollars de l'armement américain. Et ça, c'est associé au fait que les Américains ont signé un contrat de coopération militaire avec Taïwan dans les années qui perdurent toujours. D'ailleurs, cet accord, je veux dire, est toujours d'actualité. Dans les années 79-80, et cet accord est toujours en cours. Donc, si vous voulez, les États-Unis, je ne suis pas sûr qu'ils soient prêts à abandonner Taïwan à la Chine. Loin de là, à mon avis. Et je dirais, on est plus dans une communication, comme je disais tout à l'heure, comme arme de domination. C'est-à-dire que on a une première rupture qui est communicationnelle. C'est-à-dire que ces dirigeants, les 3 qu'on vient de citer, ont compris quelque chose que les démocraties libérales, elles, ont oublié, c'est que le récit doit précéder l'action et parfois s'y substituer. Si vous prenez Trump, il gouverne par la saturation verbale. La provocation permanente, la simplification extrême, peu importe la cohérence. Ce qui compte pour lui, c'est l'occupation totale de l'espace mental. Vous prenez Poutine, lui, c'est complètement différent. Il pratique une communication inverse, complètement. Elle est froide, elle est martiale, elle est silencieuse, mais elle est chargée de symboles historiques. Xi Jinping, lui, il avance par slogan. On va dire des slogans disciplinés, par mythologie nationale, par récit millénaire. Enfin, en fait, c'est 3 styles. Ce sont 3 formations complètement différentes aussi, parce que pour Poutine, c'est quand même une formation militaire par rapport à un homme d'affaires qui est le président américain. Tout à fait, mais le style est différent, mais la finalité est la même. Oui. Elle consiste en d'imposer une vision du monde par la force du discours d'abord, avant l'usage des armes. Donc, si vous voulez, la communication pour ces 3 personnalités n'est plus un accompagnement, seulement un accompagnement du pouvoir, elle est devenue l'avant-garde de ce qui peut devenir demain un conflit militaire. Oui. Voilà. Juste, donc, dans ces cas-là, Amar Dib, donc au-delà des mots, je dirais, comment doit-on définir finalement l'engagement des États-Unis vis-à-vis de cette question taïwanaise? Donc, au-delà des mots et des déclarations de Trump. Alors, moi, comme je vous l'ai dit, j'ai aucun doute sur le fait que les États-Unis n'ont aucunement l'intention d'abandonner Taïwan à la Chine. J'ai évoqué les raisons pour lesquelles jamais les États-Unis ne concéderont, ne laisseront la Chine s'accaparer de Taïwan. Je dirais, comme ça a été évoqué d'ailleurs par notre intervenant précédent, Donald Trump aime les deals. C'est un homme d'affaires, avant tout. Plus qu'un dirigeant d'un État comme les États-Unis, c'est
un négociateur, c'est un homme qui aime les deals, qui aime faire des affaires. Et donc, si vous voulez, souvent il prêche le faux pour connaître le vrai, ou il prêche le faux pour agir dans l'ombre du faux qu'il prêche et pour détourner l'attention, pour déstabiliser les uns et les autres. Mais finalement, on ne sait jamais réellement qu'est-ce que pense Trump, qu'est-ce que veut faire Trump. Et regardez, on a eu sur le conflit entre Israël et l'Iran, par exemple, jusqu'à la dernière minute, on ne savait pas si Trump, avec son armée, allait s'associer au bombardement d'Israël sur l'Iran ou pas. Il a quand même traîné les pieds, il a fait des annonces qu'il n'a pas tenues. Il a dit on bombardera dans 2 jours et finalement il a dit non dans 15 jours, finalement dans 3 semaines. Enfin bon, et finalement le management et la présidence Trump, c'est un peu ça, quoi. C'est-à-dire qu'on peut difficilement se caler sur ce qu'il raconte ou essayer de comprendre ses velléités au travers de ses dires, parce que il dit une chose et il fait le contraire souvent. Oui. Donc c'est quelqu'un qui est très difficile à suivre. Il est imprévisible, dit-on. Riyad Sidawi, je vous repose la même question. Finalement, au-delà des mots, comment doit-on comprendre cet engagement américain vis-à-vis de la question de Taïwan, en sachant pertinemment que pour la Chine, il n'est même pas question de discussion. Taïwan est chinoise et une est indivisible, comme je le disais au début. C'est un petit peu difficile d'aborder le sujet de cette manière, parce qu'on sait très bien que pour les uns, c'est le cas, pour d'autres, ce n'est pas le cas. Les Chinois se préparent, ils se préparent pour cette confrontation depuis longtemps. Il faut que je donne des chiffres. Nous savons bien, selon la Banque mondiale et l'FMI, que l'économie chinoise en 2030-2032 va dépasser l'économie américaine en produit intérieur brut. Même la France, qui occupe actuellement la 7e place, va être éloignée jusqu'au 10e place. Et la Grande-Bretagne, le 9e. Pourquoi? Parce qu'il y a l'arrivée du Brésil et de l'Indonésie. Donc le monde change. Mais la Banque mondiale et l'FMI soulignent qu'en 2070, la première économie mondiale, certes, c'est l'économie chinoise depuis 2030, mais la deuxième n'est pas l'économie américaine, c'est l'économie indienne. L'Inde, la deuxième, et les États-Unis d'Amérique, la troisième. Les pays européens sont dans une décadence totale. Quand on lit les chiffres, le taux de croissance, on parle de 0,6%, je pense, pour la France en 2023, 1%, je pense, pour le Japon, l'Allemagne, je pense, 0,8%, ainsi de suite. Ils n'ont pas même dépassé le 1%. Alors la Chine, on parle de 5,5%. Et l'Inde, on parle même de plus que 6% de croissance économique annuelle. Donc le monde change au plan économique. D'ailleurs, pas uniquement Donald Trump. Rappelons-nous les déclarations de Joe Biden, qui a déclaré au début de son mandat je ne permets pas aux Chinois de dépasser les Américains pendant mon mandat. Et après, débrouillez-vous. Et la même chose, Blinken, à l'époque, le ministre des Affaires étrangères américain, a une déclaration. Il a déclaré qu'il n'y a que la Chine qui a la capacité technologique, financière et militaire qui pourrait changer l'ordre mondial. Parfait, monsieur Riyad Sidawi. Ouais. Merci d'avoir respecté également le timing. Vous êtes directeur du Centre arabe de recherche basé à Genève, le CARAPS. Merci à Amar Dib, juge, médiateur international et également écrivain. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouvera certainement tout au long de cette semaine pour de nouveaux numéros de l'Échiquier international. Au revoir.